Pour explorer de nouvelles règles du jeu, voici une conférence portant sur l'être créatif que nous sommes, tous et toutes, et sur sa valeur, sur nos actions, sur notre intervention. Alors, je vous présente notre invitée. Depuis c'est une femme qui est engagée dans le mouvement communautaire depuis plus de 25 ans. D'abord au comité Logement Rosemont, où on s'est rencontrés. Elle a notamment eu le rôle de responsable du service juridique, puis de coordonnatrice. Elle a par la suite travaillé à la CDC de Rosemont et depuis 2009, elle est directrice générale de Dynamo, que vous connaissez peut-être tous, une ressource en mobilisation des collectivités. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, accueillons Madame France Brochu. Avant de plonger dans le contenu, nous allons faire comme hier. Donc, nous avons préparé un petit vox pop avec les acteurs, les partenaires de l'Estrie sur le thème de la créativité. La créativité, je la vois de plusieurs façons. Premièrement, à l'échelle de l'individu ou de l'espèce, tout simplement, la créativité, c'est une faculté d'adaptation. La créativité, c'est une faculté d'adaptation et de résilience qui nous permet de nous adapter en trouvant des solutions à des problèmes ou à des situations éventuellement difficiles. Donc, une communauté résiliente, c'est une communauté créative qui peut s'adapter. On est créatif dans nos... c'est sûr dans nos actions, dans nos interventions, mais aussi on essaie de répondre vraiment aux besoins des personnes. Ça fait que ça, il faut être créatif. Ça veut dire qu'à partir des besoins qui sont exprimés, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec le peu d'argent qu'on a? Je pense que ça demande d'être très créatif. La créativité, c'est une forme d'expression. Hein? Alors, quand on se permet d'être créatif, ça nous amène à sortir des sentiers battus, ça nous amène à explorer de nouvelles avenues. Ça nous amène aussi une forme de plaisir dans ce qu'on fait parce que, en se permettant d'être créatif, on sent que notre rapport est particulier au travail qu'on fait. Ben, pour moi, c'est essentiel. C'est parce que je pense que dans toutes nos sociétés, dans toutes nos cultures, il y a toujours eu des éléments de créativité qui font qu'on avance. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas de créativité, sinon on tourne en rond, on refait toujours du même. Alors pour ne pas refaire du même, et les mêmes erreurs aussi finalement, et cumuler les erreurs et les problèmes, je pense que la créativité est nécessaire. Le fait que nos actions sont créatives, ça permet à chacun d'amener une couleur particulière à ce qu'on fait, et ça fait en sorte que chaque citoyen qui s'implique a l'impression d'amener quelque chose à l'action. La créativité m'apparaît centrale parce que, surtout ces temps-ci, on ne peut pas fonctionner sur la tradition. Je pense que l'humanité, comme et sur le plan national aussi, on s'en va dans des défis costauds. Se sentir responsable et s'allier avec d'autres gens pour former d'autres manières d'être, de faire, pour vraiment affronter les défis qui nous sont posés, tant sur le plan économique que sociologique. On a vécu, nous autres aussi, des coupures à la 3-4 semaines du budget, tout ça. Malgré la frustration, malgré qu'on peut dénoncer sur la place publique, ça nous oblige à être innovants. Ça nous oblige à travailler moins en silo. On le voit là, avec l'abolition des CLD, entre autres. On est tous en train de réfléchir à la MRC sur comment faire autrement. Puis comment faire aussi pour qu'on arrête de dédoubler puis qu'on travaille vraiment plus ensemble. T'sais. Pourquoi moi je ferais juste de A à B, puis toi de B à D. Puis... Donc je pense que dans ce climat-là, ça nous oblige. Je pense que c'est une question de survie maintenant. C'est de se dire, est-ce qu'on y va avec une recette un peu toute faite d'avance ou on ose réfléchir autrement, on ose repartir d'une base zéro, travailler avec les gens pour trouver des solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé spontanément ou avec lesquelles on est moins confortable, mais qui risquent d'être plus porteuses.
Bonjour. Là, je vous regarde. Là. Je prends juste le temps de savourer mon moment. Je suis très heureuse d'être ici ce matin avec vous. Je suis très heureuse d'être ici parce que je sais, j'ai entendu quelques rumeurs urbaines, que ce colloque avait été organisé avec beaucoup de passion, beaucoup d'ardeur, beaucoup de préoccupation pour faire un événement beau et plein de sens. Je suis heureuse d'être ici et je dois vous avouer que je suis un petit peu embêtée. Il y a de cela 5-6 mois, la Marie Boivin, là, habillée en saumon, là, elle me lançait le défi de faire une conférence atelier sur un sujet, disons-le, un peu à la mode, la créativité. Bon, moi, quand on m'appelle, qu'on me lance un défi, généralement, ce que je fais, je réponds... Ouais, je réponds oui. J'aime bien les défis, je carbure aux défis. Alors, je me suis dit, je veux en être. Je veux en être de cet événement-là. Je vais y aller. Ben là, me voilà ici après un long parcours de la combattante, de la survivante. Parce qu'en fait, je suis passée par toutes sortes de gammes d'émotions. Je me suis posé la question, pourquoi cette fois, si j'ai accepté ça, c'était J'ai aucune formation en créativité. Niette, là. Je suis avocate de formation, c'est pour vous dire comment c'est loin, là. Je suis même pas une experte reconnue dans le domaine. Il n'y a rien dans mon CV là-dessus. Ça part mal, j'ai aucune crédibilité. Là, c'est le moment où vous pouvez vous lever discrètement, aller prendre un café à l'extérieur, puis je ne serai même pas offensée, là. Donc, la question, c'est pourquoi c'est faire que j'ai dit oui. Pourquoi je me lance dans le vide comme ça, sans parachute, sans sécurité? Pourquoi j'accepte de prendre le risque de me péter la gueule, puis de me rendre vulnérable devant 200 personnes? Parce que c'est ça, quand on est devant 200 personnes, c'est ça le risque qu'on prend, et autres. Cette question-là, elle m'a habité pendant plusieurs jours, puis je vous dirais qu'elle est encore en train de m'habiter un peu si je vais être un peu authentique ce matin. Devant ces questions-là qui me chatouillaient, j'ai donc décidé de creuser un peu en me disant que c'est peut-être ça la porte pour commencer à préparer la conférence. D'où ça vient, ça, France, ce goût de te lancer tout le temps, ce goût de créer, ce goût d'inventer? Et là, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un vieil album photo, quand j'étais petite. Puis cet album de photos-là, c'est écrit avec de ma blanche main, c'est un post-it jaune. J'aimais déjà les post-it à ce moment-là. L'histoire de ma vie. J'avais 7 ans, je pense. Et en regardant ça, j'ai découvert quelques pistes de réponses. Évidemment, je vous partage quelques photos, puis là, je viens de voir que c'est filmé, mais j'aimerais ça que ça reste entre nous un peu. En fait, je me revois à Belleuil, au Club 9-14, où je faisais du théâtre, Mathieu, et de l'improvisation. Avec des pièces de théâtre, on était une centaine d'enfants. En fait, c'était un club de filles, ça vous parle de mon âge. On était une centaine d'enfants à jouer du théâtre, à inventer des pièces de théâtre collectives. C'était vraiment extraordinaire comme moment. Ça me rappelle après le nombre effarant de journaux intimes que j'ai remplis de ma plume pour raconter mes malheurs, mes déboires, mes bonheurs de jeunesse. J'en ai écrit. Puis tout à coup, ça me ramenait à ma relation épistolaire avec un beau jeune homme de Trois-Rivières. Oh, j'ai plus ça. Un beau jeune homme de Trois-Rivières, Patrick Gauthier, qui s'appelle. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. On s'écrivait des pages, puis on changeait le monde. C'était fascinant. Tu sais, c'était dans le temps où on attendait le facteur, là, puis qu'on était tout excités. Puis là, j'ai déniché cette photo-là. Parce que des fois, je faisais le Père Noël pour des résidences personnes âgées. Ça, c'est vraiment chic dans un CV. Ma préférée, c'est à 17 ans, 16-17 ans, j'avais un job d'été, puis j'étais livreur de ballons en clown, puis je chantais des chansons, puis je faisais rire les gens. C'est super, ça.
Je reconnais que tout ça a construit la femme que je suis. Mais parce que je crois que la créativité, ça dépasse l'art, ça dépasse le théâtre, puis que c'est au cœur de nos vies, je me suis aussi, j'ai choisi de me rappeler ces moments-là où je me suis engagée à créer du différent dans mon milieu, à créer du changement dans mon milieu. En secondaire 5, avec une gang de jeunes, on a choisi de repimper notre polyvalente qui était pas mal déprimée puis déprimante. Quand j'ai même fait aussi des homélies à la messe le dimanche, en tandem avec le curé de la paroisse. C'était audacieux dans ce temps-là, puis ça aussi, ça parle de mon âge. Ou encore à Saint-Hilaire, il s'annonçait un centre d'hébergement pour MSA, mes adaptés socio-affectifs, puis évidemment, le syndrome pas dans ma cour. Et là, on s'est organisé toute une gang pour sensibiliser la population. On a fait un jeûne pour que le centre puisse arriver. Au cégep, j'ai inventé mon stage humanitaire en Haïti, à Port-au-Prince. Puis ensuite, Marie l'a évoqué, dans le quartier Rosemont, j'ai contribué à toutes sortes de créations. Je retiens notamment le logement social ou un centre communautaire, culturel et de loisirs auquel j'ai contribué. Puis finalement, je continue à créer en étant directrice de Dynamo. Je continue à développer, je continue à inventer. Donc, je ne sais pas si ça suffit pour que vous restiez pour la prochaine heure. Je ne sais pas si ça suffit pour faire disparaître mon syndrome de l'imposteur, mais ça me donne le goût, par exemple, de vous proposer cette expérience d'1 heure de conférence-atelier, qui est mon premier prototype. Donc, être moyen, on va en parler. Alors, dans une conférence-atelier, ça veut dire que je vais travailler, mais ça veut dire aussi que vous allez contribuer, que vous allez participer. Vous êtes prêts? On y va? Oui. Super. On m'a dit d'ailleurs que vous étiez très ongoing. Fait que ça, c'est super. Alors, première question. Toi, là, mon bourcac, là. Toi, mon bourcac, est-ce que tu es créatif? Oui. Alors, les personnes qui disent, ben moi, je me considère un petit peu créative, levez la main. Ceux qui se considèrent moyennement créatifs, levez la main. Ceux qui se considèrent, tu sais, créatifs à la planche, là, colorés, go, OK. On va voir ça tout de suite. La première activité, très simple. Vous prenez une feuille qui est devant votre table. Vous avez 3 feuilles dont on aura besoin durant la conférence. Vous prenez une feuille. Et ce que vous devez faire, vous avez 1 minute pour dessiner votre voisin. Top chrono, c'est parti! Il vous reste 40 secondes. Il faut que je vois des coups de crayon partout. Ah, là, on est plus concentré, on dirait que le silence se fait. Oui, c'est ça. Ça va très bien. Vous êtes tellement beau. Charles, du talent. Du talent hors du commun. Vous reste 10 secondes. Ah, magnifique. OK, super. On arrête. Alors, je vous invite à remettre votre dessin à votre voisin et votre voisine. Vous pourrez évidemment faire des autographes plus tard dans la
nombreuses fois cet exercice-là. Puis à chaque fois, on entendait un peu de... excuse-moi, là, ce sera pas beau ce que je vais te faire. Désolée à l'avance, là. Excuse-moi à l'avance. Désolée, je l'ai pas pantoute. Créativité, talent, là, c'est pas pareil pour moi. En fait, ce qui arrive à ce moment-là, ce qui monte à ce moment-là, c'est la peur du jugement. C'est notre ego, là, qui se met dans le chemin. C'est la peur d'être jugé par les autres. Quand on fait cet exercice-là, parce que les chercheurs ont aussi fait cet exercice-là avec les enfants, puis évidemment, vous comprendrez qu'eux autres, c'est le party. Aucun d'embarras, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, ils montrent le dessin à tout le monde, comprends-tu? C'est-tu assez beau? Il y a une autre histoire que j'adore qui relate assez clairement le fait que la créativité est dévalorisée très tôt dans la vie des enfants. Gordon McKenzie, c'est un artiste, un aquarelliste, qui dessinait notamment pour Hallmark. McKenzie avait l'habitude d'aller dans les écoles primaires puis rencontrer les enfants de la maternelle à la 6e année. Il commençait toujours ses présentations en disant « Je suis un artiste, j'aime ça être avec des artistes. » Puis en voyant vos dessins sur les murs, j'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes dans la classe. Fait qu'il se pointait en maternelle puis disait « Où sont les artistes ici dans cette classe-là? » Tous les enfants de la maternelle, ils levaient la main avec enthousiasme. Première année, deuxième année, troisième année. Puis là, j'arrivais en 6e année. Puis là, il posait la même question. Puis là, tu avais 2 mains qui se levaient, puis en étant un petit peu gênées même, qui se levaient. Puis là, évidemment, il posait la question, bien là, ils sont passés où tous les artistes que j'ai rencontrés il y a 5 ans, il y a 6 ans? Qu'est-ce qui est arrivé? En quittant le monde de l'enfance, en vieillissant, ce qu'on fait toutes, même actuellement, sournoisement, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école ou avec nos pères, on se compare. On est critiqué, parfois ridiculisé, puis je dirais pire encore, on est ignoré. On devient plus conscient de notre environnement. On développe certaines inhibitions, on censure nos questions, puis on a peur constamment d'être jugé. Au final, on choisit de garder ses idées pour soi. C'est donc le premier mensonge qu'on doit déboulonner. Cette idée de croire que vous n'êtes pas créatif, c'est faux. Cette idée de croire qu'on est quelques-uns seulement à être créatifs, c'est faux. Cette croyance profonde que les créatifs sont des êtres à part, qui sont nés ainsi, qu'ils ont une génétique qui les a construits ainsi, c'est aussi faux. Ça nous mène, quand on pense ça nous mène à penser que les créatifs ont quelque chose qu'on n'a pas. Là, on rationalise, puis on se permet de croire que nous autres, on ne peut pas créer, on ne peut pas inventer, qu'on ne peut pas innover, parce que c'est réservé seulement à un petit groupe de spéciaux, un petit groupe select. Pour votre information, malgré de nombreuses recherches depuis 1950, il n'y a aucun gène qui a été décelé en lien avec la créativité. Hélas, la plupart d'entre nous, on s'est déconnecté de notre potentiel créatif. L'enfant créatif est simplement devenu un adulte. On a revêtu un costume, on a assumé des rôles, beaucoup de rôles. On a choisi d'être ce que l'on pense que les autres veulent qu'on soit. On s'est cadré dans des façons de faire, on a érigé quelques façades, quelques stratégies protectrices. Puis je dirais qu'on s'est peut-être même piégé un peu en se construisant des croyances, des modèles mentaux, qu'on ne remet pas si souvent que ça au jeu, qu'on ne remet pas si souvent en question. Au fil du temps, on a pu avoir perdu, peut-être, un peu de sa vitalité. On a peut-être un peu manqué d'énergie. Puis peut-être qu'on se demande pourquoi on continue. Alors, c'est donc la bonne nouvelle TVA? Parce que la créativité est là. Elle est là, elle gronde en dessous comme une rivière souterraine. Elle est prête à se manifester dès qu'on lui donne l'occasion. La preuve en est, un poussin étoile pendant une soirée de danse. Ça, c'est donner l'occasion à de la créativité, je trouve. Heureusement pour nous, la créativité, c'est comme un muscle. Ça s'entraîne. Ça s'apprend.
ça se développe. Bon, évidemment, ça ne se développe pas en 1 heure en lisant un livre sur la créativité. Ça ne suffit pas, ça. Ce qu'il faut faire, c'est s'essayer, se mettre au jeu, explorer, pratiquer, agir. Édouard Bonneau, qui lui est un expert dans le domaine, il dit que lorsqu'on nomme ce qu'on nomme la créativité n'est souvent rien d'autre que la motivation. Ici, on ajoute à cela, à la motivation, la maîtrise d'outils créatifs, la maîtrise de processus créatifs. Alors la combinaison, elle est puissante. Il nous appartient donc de libérer notre génie créateur, de se reconnecter à ce sens créatif qui est en souterrain, et qu'on se le tienne pour dit, Mathieu, nous sommes tous créatifs. Là, c'est beau. Là, c'est le moment où je vais boire mon verre d'eau. Alors, évidemment, poussons plus loin la réflexion. Bonjour. Oh. J'ai failli mettre le micro dans le verre d'eau. Poussons plus loin la réflexion. Pour moi, la créativité, puis pour vous aussi, nous l'avons vu dans le Vox Pop, vous l'avez clairement dit, c'est plus que de savoir dessiner, c'est plus que de faire de l'aquarelle, c'est plus que faire de la sculpture ou faire des magnifiques jardins dans notre cour. C'est aussi plus que l'usage de post-it, qu'avoir des crayons de couleur sur notre bureau ou avoir des beaux livres, prendre des notes. Ça, moi, j'aime tout ça, vraiment. Dans la créativité, en fait, on retrouve le mot « créer ». Ça vient du mot latin « créatio ». Moi, je trouve que quand on cite du latin, là, ça fait toujours expert. Fait que j'ai mis ça dans la conférence pour donner de la crédibilité. Ça, c'était ma bulle. Je recommence. Donc, dans créativité, on retrouve le mot « créer ». Ça vient du mot latin « creatio », qui est l'action de donner l'existence, de donner la vie, de tirer du néant. Créer, c'est donner un corps à ce qui nous habite. C'est mettre le visible dans l'invisible. Créer, c'est avant tout une posture, une question de maîtrise personnelle. L'auteur de la 5e discipline, qui s'appelle Peter Senge, puis qui est un maître des organisations apprenantes, Peter Senge nous dit que la maîtrise personnelle, c'est vivre sa vie comme un acte créatif plutôt que comme une réaction à des événements. C'est vivre sa vie comme un acte créatif plutôt que comme une réaction à des événements. Être créatif, c'est donc une décision. C'est un état d'esprit. C'est une volonté d'engagement. La créativité, ça implique toute la personne qu'on est. C'est utiliser toutes nos intelligences pour trouver des solutions à des problèmes importants. Rogers, lui, allait plus loin en disant que c'est la tendance de l'être humain à s'actualiser et à devenir ce qui est en potentiel en lui. Il est vrai de dire que chez les créatifs, les gens qui ont adopté cette posture-là dans leur vie, il y a quelques traits communs que je vous partage. Le premier, c'est la tolérance au risque. Les gens créatifs, ils ne sont pas intimidés ou paralysés en raison des risques anticipés, parce qu'ils voient ça tout le temps comme des espaces d'apprentissage potentiel. Comme faire une conférence à la créativité, c'est un apprentissage potentiel. Ils ne se découragent pas. Oh non! Ils essaient toujours des nouvelles expériences, au risque de se casser la gueule, au risque d'apprendre. Ils vont faire des nouvelles erreurs pour sûr, mais ils ne vont pas faire celles qu'ils viennent de faire, assurément. Dean Keith Simonton nous dit « Les individus comme des génies créatifs ne sont pas devenus à force d'intelligence, d'intuition et d'expertise. Ils le sont devenus parce qu'ils ont pris des risques et ils ont fait beaucoup d'erreurs. » Deuxième trait commun des créatifs, la tolérance à l'ambiguïté et à la complexité. Ils composent avec les incertitudes, avec ce qu'ils ne connaissent pas encore, puis ils font confiance au processus. Ils font confiance à l'intelligence collective du groupe. Troisième trait commun, les créatifs, ils sont curieux. Curieux d'apprendre, curieux de se renouveler. Ils agissent en fait comme un touriste. Quand on est touriste, quand on débarque dans un nouveau pays, nos sens sont en alerte. Hein? On check tout, on regarde tout, on a perdu nos repères. Les créatifs, ils regardent la situation avec des yeux nouveaux tout le temps. Les créatifs, ils apprécient le jeu.
Ils aiment jongler avec les idées, avec les concepts. Ils sont habiles à jouer avec des formes, des couleurs, à faire des combinaisons, à formuler des invraisemblances hypothèses. Puis du jeu, de cette capacité de bouger les choses, naît des idées nouvelles. Le jeu, pour moi, c'est du sérieux. L'ennui, c'est que notre monde, à nous autres, il ne nous incite pas trop à jouer. Les tendances organisationnelles, la gestion planificatrice, les colonnes puis les cases à remplir à outrance, les redditions de comptes qu'on doit faire chacun et chacune, on constate combien, trop souvent, gérer est à l'antipode de créer. C'est pourquoi, par exemple, chez Dynamo, on a choisi sciemment d'utiliser le jeu comme approche pédagogique. Parce qu'il nous permet de se décoincer, il nous permet de se décoincer intellectuellement, physiquement, puis ça nous libère pour pouvoir plus créer, plus inventer. Une des choses que j'apprécie des créatifs, c'est leur capacité de rêver. Ils ont la capacité de voir grand, de croire à l'impossible possible, à l'univers des possibles, puis de faire rêver à leur tour, de donner le goût au rêve. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'ils n'ont pas un regard critique, parce que les créatifs aussi, ils doutent. C'est pas ce que tu sais qui te met dans le trouble, c'est ce que tu penses savoir qui te met dans le trouble. Donc, les créatifs, ils vont questionner, ils vont challenger. Ils vont aussi développer ce muscle qui est la réflexivité, de se regarder aller, de regarder la situation aller, puis de bouger à travers ça. Finalement, les créatifs, ils sont très ouverts à la collaboration. Ils ont la capacité de construire sur les idées des autres. Ils vont laisser la posture de l'avocat du diable. Bon, je ne sais pas si vous avez ça dans vos communautés, un avocat du diable, mais moi, mon hypothèse, c'est qu'au Québec, beaucoup d'innovations sociales sont mortes à cause des avocats du diable. Tu sais, une nouvelle idée, à ta concertation, il y a une nouvelle idée qui arrive, le deuxième qui prend la parole, c'est le deuxième. Il dit, moi, je ne voudrais pas faire l'avocat du diable, mais... Et tout à coup, l'idée qui aurait pu être bonne, qui aurait pu aller plus loin, meurt de sa mort. Ce qu'on veut autour de notre table, c'est des oui et. C'est pas des oui mais. Ce qu'on veut, c'est des gens qui disent, ce que j'aime de ton idée, c'est ça, et j'ajoute quelque chose. C'est ces personnes-là qu'on veut autour de la table. Et les créatifs en sont. Pour la prochaine étape, on va pratiquer ça, la co-construction. On va pratiquer le oui et. Puis pour ça, l'activité donc, 2, c'est 2, mais c'est peu importe, c'est ce que j'aime de ton idée, c'est. Alors, ça va être très simple. Je vous donne les consignes, puis après, on fera l'activité. Au moment où je vais vous le dire, vous allez vous lever debout, vous allez vous mettre 2 par 2, en face à face. Et là, il y a une personne qui va lancer une idée. Ça peut n'importe quoi. L'autre va suivre en disant, ce que j'aime de ton idée, c'est, et elle va rajouter quelque chose. Et après, l'autre personne va dire, ce que j'aime de ton idée, c'est, et on va rajouter quelque chose. Puis là, c'est comme ça. On va faire ça comme ça plusieurs fois. Alors, juste pour le simuler, je vais inviter Marie, qui va venir le faire avec moi, quelques moments. Je suis sûre que vous avez compris, mais ça me permet de voir Marie. Bonjour, Marie. Hello. Alors, Marie, France. L'année prochaine, je vais avoir 50 ans. France. Et je me suis dit que ça serait cool que je m'organise un petit party avec, tu sais, 2-3 OC que j'adore, là. France. Ce que j'aime de ton idée, c'est que tu as le goût de fêter ton anniversaire collectivement. Et j'aimerais ça être là au party. OK. Ce que j'aime de ton idée, c'est que je pensais t'inviter. Et quand tu me parles de collectif, je me suis dit, donc, pourquoi c'est fait que je ferais juste ça avec 2-3 aussi? Pourquoi c'est fait que j'inviterais pas toute leur CAC à venir voir mon party? France, ce que j'aime de ton idée, c'est ton ouverture sur leur fiac. Et comment c'est le fun de célébrer en différents réseaux. Bravo, super. OK, alors. Alors, voici ce à quoi on vous invite à jouer pour les prochaines minutes. Vous vous trouvez un partenaire de jeu et c'est parti! On s'assure que tout le monde est joué partout. On se lève debout pour faire ça. Tout le monde debout.
fascinant parce qu'il vous fera remarquer combien de fois vous utilisez le « mais » lorsque vous parlez. Combien de fois dans les rencontres, votre « mais » peut tuer l'idée de l'autre. Je vous invite peut-être pour la prochaine semaine, en fait, pour le reste de votre vie, je vous invite à changer les « mais » pour les « et ». Puis juste voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça change. Puis ce jeu-là, il peut être fait facilement avec des concertations, des comités avec lesquels on travaille, quand on sent que ce n'est pas des groupes qui ont de la facilité à construire ensemble. Ce qui me permet de vous parler à cette étape-ci de ce qu'on appelle du processus créateur. Parce qu'en fait, toutes ces belles idées-là, elles n'arrivent pas toutes seules. Souvent, on va demander, on va penser que pour être créatif, il faut constamment inventer. C'est ça qui est fatigant. On s'imagine qu'il faut tout le temps inventer quelque chose de nouveau. En fait, c'est pas vrai non plus. On croit à tort que les idées nouvelles y arrivent d'un coup, comme par baguette magique. Tu sais, Newton, là, la pomme qui est tombée sur la tête, puis il a découvert la loi de la gravité, machin. Ben, c'est ça, cette histoire-là, on raconte ça encore, là. Ben, c'est pour ça qu'il s'est passé partout. Il soupait avec son chum, Thomas, je pense que ça fait. Il soupait avec son chum Thomas, puis là, ils ont décidé d'aller prendre un thé, c'était des Anglais, ils ont décidé d'aller prendre un thé dans le jardin. Puis ils jasaient de gravité, ils jasaient de physique. Je sais pas, je sais. Puis tout à coup, au loin, la pomme est tombée. Il y a une pomme qui est tombée. Puis là, ils se sont dit, pourquoi ça fait que la pomme, elle ne monte pas dans le ciel? Pourquoi ça fait qu'elle tombe à terre? Il doit y avoir quelque chose. Puis là, vous comprenez bien qu'après ça, ils ont fait des recherches, ils ont réfléchi ensemble, ils ont schématisé ça. Donc, c'est pas quand la pomme est tombée sur la tête que la loi est apparue. Là. C'est pas de même, ça marche. Non! Être créatif, en fait, c'est surtout s'inspirer. S'inspirer de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, d'un bout de reportage à radio, d'une musique qui nous allume, d'une conversation qu'on a eue. Magnifier, rendre des choses toujours plus belles. Partir d'un rien, puis en devenir un tout. C'est copier. Gênez-vous pas pour copier. Copier, entre vous, c'est être créatif, copier. Adapter, copier et adapter. Ça, c'est encore plus cool. Parce qu'on copie quelque chose, mais on l'adapte au contexte. Combiner des idées. C'est ça qu'il a fait, Newton, avec sa pomme, puis la gravité. Combiner des idées, connecter du monde ensemble, connecter du monde qui n'ont pas rapport ensemble. Connecter des choses, connecter des événements. Ça, c'est être créatif. En fait, on ne crée jamais à partir de rien. Toute nouveauté découle souvent de notre capacité à associer deux concepts que rien ne rapprochait au départ. Une idée, donc, ne surgit pas au hasard du cerveau. C'est le fruit de plusieurs connexions dans votre cerveau. C'est le fruit de la combinaison de différents éléments. C'est pour ça qu'il faut pratiquer à faire ça, à faire des associations. La création, c'est aussi le résultat du hasard. Des rencontres, surprises, impromptues. La sérendipité. Il y en a qui en ont déjà entendu ça, c'est bon même? Puis j'ai positionné en plus, c'était magnifique. Ça va être dans la vidéo. La sérendipité, c'est la faculté de faire des découvertes heureuses et imprévues par accident. Ça, on en a plein dans nos vies. S-E-R-E-N-D-I-P-I-T-A. Alors, c'est aussi la sagacité. Ça c'est écrit comme ça se prononce. Ce qui nous appelle à... C'est en fait la perception du monde. Être constamment allumé. Être sensible à ce qui se vit, à ce qui se discute, à ce qui s'y invente, pour inventer à notre tour. Quand je préparais ça, c'est là que j'ai compris pourquoi moi je tripais sur Facebook comme pas possible. Parce que pour moi, Facebook, c'est un espace d'inspiration. Je suis stimulée de toutes sortes de patentes, puis moi, je crée d'autres choses avec. Je ne sais pas c'est quoi vos espaces à vous, mais cette idée d'être sensible à ce qui se passe autour de nous, c'est fondamental. Mieux que ça, la création, c'est un processus où le conscient puis l'inconscient, ils travaillent toujours ensemble. Je prends le temps de vous le présenter parce que je pense qu'il nous permet de comprendre parfois pourquoi tout ne va pas toujours bien dans ce qu'on crée. En fait, le processus créateur, c'est comme
quitter la rive, aller dans le lac. Puis il y a 5 étapes. La première étape, c'est la préparation. Donc, être disponible, être à l'affût. La deuxième étape, c'est l'étape de l'identification. C'est le moment où on va identifier le problème, où on va se dire, c'est quoi le projet de changement que je veux? C'est quoi la question qui donne lieu à la recherche de solutions? Puis à cette étape-là, on va faire une cueillette d'idées, on va observer, on va aussi avoir beaucoup d'idées. Arrive ensuite l'autre étape, de l'incubation. Ça, c'est la partie vraiment où là, on plonge dans l'eau. On quitte vraiment le rivage pour accomplir le changement qu'on veut faire arriver. On se sent appelé à autre chose. Quand on est en incubation, il n'y a rien qui se passe de l'extérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est le moment parfois où on veut revenir au quai. Parce que ce moment-là, il est hyper inconfortable. Ces moments-là, c'est ces moments-là où, tu sais, dans vos projets, là, il y a des moments, des réunions où c'est la phase, là. On vire de dessous, il n'y a rien qui se passe. Je suis certaine que dans la préparation du colloque, ça s'est passé. Où on se disait, où c'est qu'on s'en va, qu'est-ce qui se passe là, puis là, tu sais, on vase. Là, l'inconfort, à cette étape-là, il est au max. Vous auriez dû le voir dans ma cuisine quand je préparais ce magnifique conférence atelier. C'était très douloureux. Dans la créativité, il faut savoir, en fait, et c'est naturel, qu'il y a des vagues qui montent puis qui redescendent. Humainement, on n'aime pas trop être dans ce qui descend. On aime ça, nous autres, quand c'est excitant, quand ça roule, quand c'est intense, quand tout fonctionne bien. Puis on refuse trop souvent d'être dans ce moment d'inconfort-là. Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de ces nécessaires passages à vide. Il faut passer par là si on veut remonter l'autre boucle, si on veut créer quelque chose. Donc, il est important de suivre les mouvements naturels d'intensité puis d'accalmie. Le moment d'incubation, il est fondamental puis il n'arrive pas par magie. Donc, le processus créateur, c'est fait d'excitation puis c'est fait de désespoir. Alors, quand on anime des processus, il faut révéler ça au monde. C'est là qu'on est. C'est là qu'on est. On va trouver une solution, il va arriver quelque chose. Il faut aussi se rappeler que notre inconscient, il travaille toujours en parallèle. C'est assez fascinant, cet inconscient-là. Par exemple, ils ont fait une recherche, il y avait 3 groupes. Puis ils travaillaient tous sur un projet. Le premier groupe, il a continué tout le temps à travailler son projet. Le deuxième, à un moment donné, il a pris un break. Tu sais, il a chillé, il a été se promener. Le troisième, il a arrêté de faire son projet, puis il s'est mis dans un projet aussi costaud. Il a complètement changé, mais il travaillait encore. La recherche démontre que c'est le 3e groupe qui a eu le plus d'idées sur le projet initial. Parce que pendant qu'il faisait autre chose, il continuait à incuber. Il continuait à travailler. Tu sais, combien de fois on se lève le matin, puis l'idée est là, au lever du jour? Il est arrivé quelque chose, en fait. Vient donc ensuite l'illumination, le moment Eureka. Hein? Alors, là, on comprend bien que l'Eureka, ça prend avant de la recherche, ça prend de la préparation, ça prend de la mise en jachère, ça prend du lâcher-prise. Mais heureusement, il y a ce moment-là, Eureka, où tout à coup, on sait que, OK, là, on l'a. Là, je le sens. Là, il est clair, mon projet. Puis là, c'est vrai que c'est magique, parce que tout à coup, tout ça prend forme. Puis on sait que tout ça, ça peut arriver n'importe où. Combien de monde ont eu des Eureka en prenant leur douche le matin? Ou en faisant leurs courses? Ou encore quand ils prenaient une grande marche dans le bois? Les Eureka, ils se passent n'importe où. Après, on arrive à l'étape de l'élaboration du projet, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'avoir l'Eureka, il faut le mettre en œuvre, il faut le prototyper, il faut générer des idées, il faut le développer. Puis c'est aussi à cette étape-là un retour vers la pensée plus logique, plus rationnelle. En fait, on s'en va tester notre projet avec la réalité. Puis finalement, la dernière étape, c'est la communication. C'est ça que je fais un matin, moi. Je communique ce sur quoi je travaillais depuis des jours. C'est essentiel parce qu'il n'y a pas de création tant qu'il n'y a pas de rencontre avec l'autre. Essentiel, la rencontre avec l'autre. Alors, pour pratiquer cette rencontre avec l'autre, ce que je vous propose, cette prochaine activité s'appelle « Serrer les mains ». Là, j'espère qu'il n'y a pas trop d'hypochondriaques dans la salle. Vous serez créatifs si vous êtes hypochondriaque. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, encore là, les consignes sont claires. Je vous invite à aller rencontrer du monde. D'abord, tout le monde va être debout tantôt, quand je vais vous le dire. La consigne est simple. Vous serrez le plus de mains possible. Et, à chaque fois, de manière différente. Vous avez 30 secondes
Et c'est parti! Qu'est-ce que vous avez observé dans cet exercice? C'est parti! Autogère à ce moment-là. On retourne à notre place. Parler de créativité nous oblige à parler un peu de complexité. Selon Michel Serres, qui est un auteur que j'affectionne, nous connaissons actuellement une période d'immense basculement comparable à la fin de l'Empire romain et de la Renaissance. Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux grandes révolutions à ce jour. Le passage de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'imprimé. La troisième, c'est le passage de l'imprimé aux nouvelles technologies. C'est un passage tout aussi majeur. À chacun de ces passages, chacune de ces révolutions s'est accompagnée de mutations politiques et sociales énormes. Ce sont des périodes de crise aussi, comme celle qu'on vit planétairement.
Jérémy Rifkin, qui est un essayiste, nous dit que nous entrons en fait dans la 3e révolution industrielle. Lui, il dit que cette révolution-là va être basée sur la créativité et sur le pouvoir latéral. Moi, je veux croire à ça. La situation criante de notre monde a un besoin urgent de personnes créatives, a un besoin urgent de personnes qui se reconnectent à leur créativité et qui prendront plaisir à sortir de leur zone de confort, d'une part. Très important. Mais encore plus important, qui vont être capables de rester dans la zone d'inconfort, de rester dans l'espace chaotique, de rester avec le monde dans ce qui ne va pas bien. Puis de trouver les moyens de naviguer, trouver les moyens de faire face à ce qui s'en vient. J'aime à dire que la créativité désigne l'aptitude à inventer des solutions nouvelles, originales, pertinentes et adaptées au contexte. Créer, c'est donc trouver des solutions à des questions qui nous habitent, des préoccupations qui nous habitent. Pour la prochaine étape, qui va être un peu différente, qui s'appelle « Ce qui m'habite ». C'est beau, hein? C'est une étape qui va se faire en silence cette fois-ci. Vous allez être invité à prendre une feuille sur votre table et un crayon. Et je vais vous dire les consignes, puis ensuite, évidemment, on va partir la feuille. Vous aurez à écrire sur la feuille une question qui vous habite actuellement, une préoccupation professionnelle qui vous habite, peut-être qui vous empêche de dormir, qui vous interroge. Une question, là, une bonne question, là, ça commence par pourquoi, comment, quoi, qui. Ça, c'est des bonnes questions. Pourquoi c'est faire? Comment c'est faire? Qu'est-ce que? Vous aurez à écrire cette question-là de façon lisible, parce que la question, elle va circuler dans la table. Peut-être qu'il faudrait aller là. Elle va circuler dans la table. Puis on va faire ce qu'on appelle un carrousel de questions. Vous allez donc simplement passer votre question à votre voisin. Et votre voisin de table va faire quelque chose de très généreux. Il va y écrire une autre question. Une question qui répond à la vôtre, qui vous relance, qui vous invite à poursuivre votre réflexion. Et la feuille va faire le tour de la table comme ça. Elle va passer de voisin à voisin. Avant d'ajouter votre question, je vous invite à regarder les premières questions, à ajouter ensuite la vôtre. L'objectif de ça, c'est de faire grandir la personne qui a écrit la question. L'objectif, c'est de l'inviter à réfléchir plus loin, puis à l'inspirer. C'est de la soutenir dans sa réflexion. Le carrousel va être terminé quand votre question va vous revenir à vous. Et le tout va se faire dans le silence, et j'y tiens. Si vous n'êtes pas 8 à la table, tant que ça continue, tant que c'est la durée du temps, bien, vous faites rouler la feuille, tout simplement. Tout simplement. Je donne un exemple pour vous situer. Je pourrais par exemple dire, comment puis-je assumer un leadership partagé dans tel comité? Mettons que j'aurais cette question-là. Le premier voisin pourrait dire, c'est quoi pour toi un leadership partagé? L'autre voisin pourrait dire, comment on pourrait développer plus de leadership dans ta communauté? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Une question, c'est souvent beaucoup plus porteur qu'un conseil. Une question, ça l'ouvre bien plus des possibles qu'un conseil. Donc, on pratique la force des questions. Vous avez quelques minutes pour faire ça. C'est parti. Ah
commencez à faire circuler. On garde le silence. Une question porteuse commence par comment? Pourquoi? Quoi? Qui? Une question, c'est un acte de générosité pour l'autre. C'est l'inviter à aller plus loin. Si la question ne vient pas, on peut passer notre feuille à notre voisin. On garde le silence. On travaille des questions ouvertes. Des questions que la réponse ne peut pas être juste oui ou juste non. Le pourquoi, le comment, le quoi, le qui ouvre. Le est-ce que, ça se pourrait-tu que, ferme. Si vous ne trouvez pas de questions, vous faites circuler simplement la feuille. Encore une minute, pendant qu'il va y avoir encore de la belle musique. Merci, Mathieu.
Accueillir l'autre avec une question, c'est lui donner la possibilité de faire du chemin, son chemin. Il n'y a rien de plus créatif qu'un pourquoi. Il n'y a rien de plus puissant qu'un pourquoi. OK, alors maintenant, même si la feuille n'a pas fait le tour de la table, je vous invite à reprendre votre question, à prendre le temps de regarder les questions qu'on vous a offertes en cadeau. Et je vais vous inviter ensuite à prendre juste un moment ensemble pour réfléchir à la puissance des questions. Qu'est-ce que ça nous fait de vivre une expérience comme ça? Comment j'utilise les questions dans ma vie professionnelle, puis on fait une conversation autour de la puissance des questions. Merci. On lit les questions qu'on a reçues en plus. Donc, c'est bon? Est-ce que vous conversez sur les questions? Oui. Excusez-moi, je n'étais pas avec vous, hein? J'étais avec eux. Alors là, vous avez reçu vos questions, donc un échange autour de la puissance des questions entre vous. Qu'est-ce que ça vous fait de lire ça? Comment vous utilisez les questions dans votre milieu? Hey, vous êtes hot, c'est incroyable. Comment vous utilisez les questions quand vous intervenez? Un échange autour de ça. C'est quoi l'impact des pourquoi, des quoi, des comment? On jase. Vas-y, ça y est. Messieurs, dames, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, alors, je vous invite à continuer cette réflexion-là sur les questions. Je vous invite à prendre en cadeau les questions qu'on vous a partagées, puis à continuer votre réflexion. Comme avec un groupe. Il est 10 heures, donc on va tranquillement fermer cette conférence atelier.
Et je suis contente. Alors, pour vous, la force des humains réside dans leur capacité à rêver, à songer l'invraisemblable, à avoir des visions, à penser l'impensable. Ricardo Petrella. Je sais combien actuellement la vie d'un OC, d'un acteur en développement local, est en montagne russe, avec ses moments d'intensité, ses grands moments de chaos. En ces temps de grands chambardements, explorer, observer, prototyper, jouer, déchiffrer ce que demain nous réserve, ce qu'il nous enseigne déjà aujourd'hui. Et cultivez votre goût de l'apprentissage. Soyez, avant tout, du pays de la créativité. Et pour que cette culture de la créativité soit invitée dans nos organisations, dans nos collectivités, créons des milieux où ce sont les personnes qui comptent. Créons des milieux où on encourage la prise de risque, la génération d'idées, et ce, dans tous les paliers de l'organisation, au sein des collectivités. Créons des milieux où les leaders sont aussi des créateurs et sont des modèles, parce qu'ils contaminent, parce qu'ils pollinisent. Créons des milieux où l'échec est valorisé et perçu comme un lieu d'apprentissage pour tous. Il faut, pour marquer des coups, manquer souvent son coup. Je vous invite à être des créateurs, des créatrices. Soyez des maîtres du jeu, des générateurs de sens, des tisseurs de liens, des ajusteurs de défis. Soyez des dénicheurs de petites trouvailles, des explorateurs du quotidien et des adeptes des chemins de traverse. Sortez avec audace de votre zone de confort. Sortez du cadre. Soyez out of the box. Cultivez votre curiosité face à vous-même et face aux autres. Et surtout, plus que tout, protégez votre enthousiasme. Protégez votre enchantement créatif. Lorsque la tempête sévit, lorsque le doute monte comme une vague, lorsque le goût de quitter le bateau se fait sentir, restez debout. Restez debout, créateur. Restez debout, inventeur. Restez debout avec chacune de vos couleurs. Notre monde a besoin de vous savoir engagé, les deux pieds sur terre et la tête dans les nuages, et l'étoile jaune bien au cœur. Créer des territoires solidaires, être des bâtisseurs de milieux de vie inclusifs, c'est un défi de tous les instants. Cet appel à changer le monde, à changer notre monde, nous commande de nous changer nous-mêmes, puis de devenir plus grand que soi, et être chaque jour des passeurs d'espérance. Soyez des passeurs d'espérance.